Jules Verne, un hivernage dans les glaces. Chapitre 1, le pavillon noir. Le curé de la vieille église de Dunkerque se réveilla à 5 heures, le 12 mai 1800 et quelques, pour dire, suivant son habitude, la première basse messe à laquelle assistaient quelques pieux pécheurs. Vêtu de ses habits sacerdotaux, il allait se rendre à l'autel, quand un homme entra dans la sacristie, joyeux et effaré à la fois. C'était un marin d'une 60aine d'années, mais encore vigoureux et solide, avec une bonne et honnête figure. « Monsieur le curé !» s'écria-t-il, « halte là, s'il vous plaît !»« Qu'est-ce qui vous prend donc si matin, Jean Cornbutte ?» répliqua le curé. « Ce qui me prend ? Une fameuse envie de vous sauter au cou tout de même. »« Eh bien, après la messe à laquelle vous allez assister ?»« La messe !» répondit en riant le vieux marin. « Vous croyez que vous allez dire votre messe maintenant ? Et que je vous laisserai faire ? » ?»« Et pourquoi ne dirais-je pas ma messe ?» demanda le curé. « Expliquez-vous. » »« Le troisième son a teinté. »« Qu'il ait teinté ou non, répliqua Jean Cornbutte, il en teintera bien d'autres aujourd'hui, monsieur le curé, car vous m'avez promis de bénir de vos propres mains le mariage de mon fils Louis et de ma nièce Marie. »« Il est donc arrivé ?» s'écria joyeusement le curé. « Il ne s'en faut guère, reprit Cornbutte en se frottant les mains. La vigie nous a signalé au lever du soleil notre brique que vous aviez baptisée vous-même du beau nom de la jeune Hardy. Je vous en félicite du fond du cœur, mon vieux Cornbutte, dit le curé en se dépouillant de la chasuble et de l'étole. Je connais vos conventions. Le vicaire va me remplacer et je me tiendrai à votre disposition pour l'arrivée de votre cher fils. Et je vous promets qu'il ne vous faudra pas jeûner trop longtemps, répondit le marin. Les bans ont déjà été publiés par vous-même, et vous n'aurez plus qu'à absoudre des péchés qu'on peut commettre entre le ciel et l'eau dans les mers du Nord. Une fameuse idée que j'ai eue là de vouloir que la noce se fît le jour même de l'arrivée et que mon fils Louis ne quittât son brick que pour se rendre à l'église. Allez donc tout disposer, Cornbutte. J'y cours, monsieur le curé. À bientôt. Le marin revint à grands pas à sa maison située sur le quai du port marchand, et d'où l'on apercevait la mer du Nord, ce dont il se montrait si fier. Jean Cornbutte avait amassé quelques biens dans son état. Après avoir longtemps commandé les navires d'un riche armateur du Havre, il se fixa dans sa ville natale, où il fit construire pour son propre compte le brick, la jeune Hardy. Plusieurs voyages dans le Nord réussirent, et le navire trouva toujours à vendre à bon prix ses chargements de bois de fer et de goudron. Jean Cornbutte en céda alors le commandement à son fils Louis, brave marin de 30 ans, qui, au dire de tous les capitaines caboteurs, était bien le plus vaillant matelot de Dunkerque. Louis Cornbutte était parti, ayant un grand attachement pour Marie, la nièce de son père, qui trouvait bien longs les jours de l'absence. Marie avait 20 ans à peine. C'était une belle flamande avec quelques gouttes de sang hollandais dans les veines. Sa mère l'avait confiée en mourant à son frère Jean Cornbutte. Aussi, ce brave marin l'aimait comme sa propre fille, et voyait dans l'union projetée une source de vrai et durable bonheur. L'arrivée du brick signalé au large des passes terminait une importante opération commerciale dont Jean Cornbutte attendait gros profit. La jeune Hardy, partie depuis 3 mois, revenait en dernier lieu de Bodoé sur la côte occidentale de la Norvège, et elle avait opéré rapidement son voyage. En rentrant au logis, Jean Cornbutte trouva toute la maison sur pied. Marie, le front radieux, revêtait ses habillements de mariée. « Pourvu que le brick n'arrive pas avant nous, disait-elle. « Hâte-toi, petite, répondit Jean Cornbutte, car les vents viennent du nord, et la jeune Hardy file bien quand elle file grand largue. »« Nos amis sont-ils prévenus, mon oncle ?» demanda Marie. « Ils sont prévenus. »« Et le notaire ? Et le curé ? Sois tranquille, il n'y aura que toi à nous faire attendre. » En ce moment entra le compère Clerbeau. « Eh bien, mon vieux Cornbutte !» s'écria-t-il. « Voilà de la chance. Ton navire arrive précisément à l'époque où le gouvernement vient de mettre en adjudication de grandes fournitures de bois pour la marine. »« Qu'est-ce que ça me fait ?» répondit Jean de Cornbutte. « Il s'agit bien du gouvernement. »« Sans doute, monsieur Clerbeau, dit Marie. Il n'y a qu'une chose qui nous occupe, c'est le retour de Louis. »« Je ne dis ce qu'on vient pas que, répondit le compère.
Mais enfin, ces fournitures. Et vous serez de la noce, répliqua Jean Cornbutte, qui interrompit le négociant et lui serra la main de façon à la briser. Ces fournitures de bois, et avec tous nos amis de la terre et nos amis de mer, Clairbeau. J'ai déjà prévenu mon monde, et j'inviterai tout l'équipage du brick. Et nous irons l'attendre sur l'estacade demanda Marie. Je te crois bien, répondit Jean Cornbutte. Nous défilerons tous de par deux, violon en tête. Les invités de Jean Cornbutte arrivèrent sans tarder. Bien qu'il fût de grand matin, pas un ne manqua à l'appel. Tous félicitèrent à l'envi le brave marin qu'ils aimaient. Pendant ce temps, Marie, agenouillée, transformait devant Dieu ses prières en remerciements. Elle rentra bientôt, belle et parée, dans la salle commune, et elle eut la joue embrassée par toutes les commères, la main vigoureusement serrée par tous les hommes, puis Jean Cornbutte donna le signal du départ. Ce fut un spectacle curieux de voir cette joyeuse troupe prendre le chemin de la mer au lever du soleil. La nouvelle de l'arrivée du brick avait circulé dans le port, et bien des têtes en bonnet de nuit apparurent aux fenêtres et aux portes entrebâillées. De chaque côté arrivait un honnête compliment ou un salut flatteur. La noce atteignit l'estacade au milieu d'un concert de louanges et de bénédictions. Le temps s'était fait magnifique, et le soleil semblait se mettre de la partie. Un joli vent du nord faisait écumer les lames, et quelques chaloupes de pêcheurs, orientées au plus près pour sortir du port, rayaient la mer de leur rapide sillage entre les estacades. Les deux jetées de Dunkerque, qui prolongent le quai du port, s'avancent loin dans la mer. Les gens de la noce occupaient toute la largeur de la jetée du nord, et ils atteignirent bientôt une petite maisonnette située à son extrémité où veillait le maître du port. Le brick de Jean Cornbutte était devenu de plus en plus visible. Le vent fraîchissait, et la jeune hardie courait grand largue sous les huniers, sa misaine, sa brigantine, ses perroquets et ses cacatois. La joie devait évidemment régner à bord comme à terre. Jean Cornbutte, une longue vue à la main, répondait gaillardement aux questions de ses amis. « Voilà bien mon beau brick !» s'écriait-il, propre et rangé comme s'il appareillait de Dunkerque. « Pas une avarie, pas un cordage de moins. »« Voyez-vous votre fils, capitaine ?» lui demandait-on. « Non, pas encore. Ah, c'est qu'il est à son affaire. »« Pourquoi ne hisse-t-il pas son pavillon ?» demanda Clairbeau. « Je ne sais guère, mon vieil ami, mais il a une raison sans doute. »« Votre longue vue, mon oncle, » dit Marie en lui arrachant l'instrument des mains. « Je veux être la première à l'apercevoir. »« Mais c'est mon fils, mademoiselle. »« Voilà 30 ans qu'il est votre fils, » répondit en riant la jeune fille, « et il n'y a que 2 ans qu'il est mon fiancé. » La jeune hardie était entièrement visible. Déjà l'équipage faisait ses préparatifs de mouillage. Les voiles hautes avaient été carguées. On pouvait reconnaître les matelots qui s'élançaient dans les agrès. Mais ni Marie ni Jean Cornbutte n'avaient encore pu saluer de la main le capitaine du brick. « Ma foi, voici le second, André Vasling !» s'écria Clairbeau. « Voici Fidèle Maison, le charpentier !» répondit un des assistants. « Et notre ami Penellan !» dit un autre en faisant signe au marin ainsi nommé. La jeune hardie ne se trouvait plus qu'à 3 encablures du port, lorsqu'un pavillon noir monta à la corne de brigantine. Il y avait eu deuil à bord. Un sentiment de terreur courut dans tous les esprits et dans le cœur de la jeune fiancée. Le brick arrivait tristement au port, et un silence glacial régnait sur son pont. Bientôt il eut dépassé l'extrémité de l'estacade. Marie, Jean Cornbutte et tous les amis se précipitèrent vers le quai qui allait accoster. Et en un instant, ils se trouvèrent à bord. « Mon fils !» dit Jean Cornbutte, qui ne put articuler que ces mots. Les marins du brick, la tête découverte, lui montrèrent le pavillon de deuil. Marie poussa un cri de détresse et tomba dans les bras du vieux Cornbutte. André Vasling avait ramené la jeune hardie, mais Louis Cornbutte, le fiancé de Marie, n'était plus à son bord. Pour connaître la suite de l'histoire, rendez-vous au chapitre 2. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.